Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Au sommaire de cette édition, la mort suspecte d'un enfant talibé à Thiaroye dans la banlieue dakaroise. Le fossoyeur, le maître coranique et le médecin qui a constaté le décès, placé en garde à vue. Ils sont poursuivis pour enterrement sans permis d'inhumation. La réaction d'Aïda Mbodj après sa destitution de la présidence du conseil départemental de Bambey. Le député libéral parle de complot politique. Elle compte saisir la chambre administrative de la Cour suprême. Un rassemblement à la place de l'Obélisque en soutien au peuple gambien. Des organisations de la société civile de la Gambie et du Sénégal souhaitent que Yaya Jammeh soit traduit en justice pour ses crimes et tortures. Santé, le paludisme en net recul au Sénégal avec un taux avoisinant les 60%. L'objectif est de bouter complètement la maladie hors du Sénégal qui célèbre ce lundi la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et puis la colère des populations de Keur Mambaye Kheri contre les mesures de la municipalité de Taïba Ndiaye. Elles ne veulent pas qu'on fasse de leurs champs des parcelles à usage d'habitation. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Mort suspect d'un enfant talibé en banlieue dakaroise. La police procède à une série d'arrestations. Le fossoyeur, le maître coranique, le médecin qui a constaté le décès sont placés en garde à vue à la police de Yeumbeul depuis hier. Ils sont poursuivis pour enterrement sans permis d'inhumation. C'est un parent du défunt qui a porté plainte contre le maître coranique pour homicide. Plus de détails avec nos reporters en banlieue, Salif Sow et Asmalik Diop. Au cimetière Santiyale de Thiaroye, c'est le calme en ce vendredi matin. Ici, l'arrestation du fossoyeur fait des malheureux. Le mis en cause a été manipulé devant un de ses plus proches collaborateurs. On a arrêté notre gardien du cimetière parce qu'à cause, on a tué un talibé, ça fait presque un mois. Il a pris ses responsabilités de l'enterrer sans une notification qui vient de la mairie pour au médecin. Pour cela, malheureusement, souvent on faisait ça. Quelqu'un vient sur le quartier, sur son parent, demain je vais amener le papier. Malheureusement, il a pris ses responsabilités, il a enterré par une pièce d'identité. Bon, la police a fait une enquête parce que l'enfant qui a été enterré, malheureusement c'était un talibé tué. Ses proches de la famille sont portés plainte par le marabout parce que c'est pas normal, quelqu'un qui est mort, brusquement on l'enterre. Un mois après, l'enquête a montré que l'enfant a été tué. Malheureusement, c'est ça. Le fossoyeur a été interpellé en même temps que le maître coranique et le médecin qui a constaté le décès de l'enfant talibé. Ils sont gardés à vue dans les locaux de la police de Yeumbeul, ce depuis jeudi au soir. Cette série d'interpellations fait suite à une plainte déposée par un parent du défunt. La victime serait battue à mort puis enterrée sans permis d'inhumation. Une mort suspecte en déduisent les parents du gamin. Les faits remontent à un mois, précise notre source. Les proches du fossoyeur et du maître coranique approchés n'ont pas voulu se prononcer sur l'affaire. Toutefois, le dossier s'est accéléré 48 heures après la journée nationale dédiée à l'enfant talibé. Rappel, il y a un an, un autre enfant talibé a été battu à mort dans une autre école coranique par son maître. C'était toujours à Yeumbeul. En dépit des dénonciations et autres sensibilisations sur le mauvais traitement des enfants talibés, les sévices corporels persistent et aboutissent souvent à la mort ou à l'infirmité des victimes. Justement, nous parlons de la célébration de la journée du talibé à Rufisque. L'ONG Femmes, Enfants, Migration et Développement Communautaire plaide pour l'accompagnement des Dara. Pour l'ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur, il faut un dialogue sérieux avec les maîtres coraniques pour le règlement de la lancinante question de la mendicité. Ngonendoy est avec Ousseynou Thiam et Bira Diagne. L'ONG FEMIDEC ne souhaiterait pas que l'on assimile talibés, enfants de la rue, délinquants, réfugiés ou rapatriés. Toutes sortes d'enfants qui ne sont pas les mêmes. L'ONG FEMIDEC, dont sont partie intégrante les talibés, souhaiterait qu'il y ait un dialogue fructueux, un dialogue productif entre les Serigne Dara, les Dara
et l'administration centrale. Nous ne voulons pas de la mendicité, nous ne voulons pas non plus des violences et sévices corporels, mais nous souhaitons aussi que les daara soient mieux prises en charge. L'accompagnement des Serigne Daara, mais surtout leur permettre d'avoir des ressources qui puissent faire qu'il n'ait pas besoin de faire mendier les enfants. L'éducation nationale bénéficie d'écoles organisées, structurées, d'enseignants payés et pris en charge, mais ce n'est pas le cas des écoles coraniques. Que donc il est important que ce dialogue soit instauré. Nous parlons politique à présent, je vous l'annonçais dans les titres. Aïda Mbodj réagit après sa destitution à la tête de la présidence du conseil départemental de Bambey. Le député libéral parle de complot politique et compte saisir la chambre administrative de la Cour suprême. Elle s'est confiée à nos reporters Dissa Prera et Younous Diatta. Inélégance, méconnaissance des textes qui régissent le fonctionnement des collectivités locales, aucune qualification n'est de trop pour Aïda Mbodj. La désormais ex-présidente du conseil départemental de Bambey semble surprise de cette destitution. Aïda Mbodj estime qu'elle avait déjà démissionné du conseil municipal, ceci après 3 absences consécutives. Avec inélégance, mais aussi avec méconnaissance. Parler. C'est-à-dire le conseil municipal, le conseil départemental et l'Assemblée nationale. J'en riais parce que j'avais déjà démissionné du conseil municipal. Non seulement j'avais déjà démissionné du conseil municipal, mais la déchéance était de fait parce que moi, depuis le 13 juillet 2014, je n'ai pas mis les pieds au conseil municipal. Donc, après 3 sessions consécutives, déjà la déchéance est constatée. Le député explique en outre qu'au cas où elle cumulerait 3 mandats, le ministère de tutelle aurait dû suivre la procédure indiquée par le Code général des collectivités locales. Le ministre a visé la loi de 1996, qui est devenue obsolète, datant quand même de 20 ans, et qui a été abrogée et remplacée par le Code général des collectivités. Alors, et le ministre n'a même pas pris la peine de consulter le Code général des collectivités, qui a été très clair en son article 55, qui lui organise la destitution d'un président de conseil départemental. Parce que même si je cumulais 3 fonctions, il devait m'enjoindre d'en choisir 2. Après cette injonction, si je n'obéis pas à cette injonction, il devait me suspendre pendant 1 mois. Si je ne le suis pas, il fait prendre au président de la République un décret. Mais lui, il n'a même pas pris la peine de prendre un arrêté. Il a écrit au préfet une simple note pour lui demander de me notifier la déchéance de mon mandat de président du conseil départemental. Aïda Mbodj et ses conseils ne comptent pas rester les bras croisés. La chambre administrative de la Cour suprême va être saisie pour arbitrage. Derrière cette histoire, l'ex-présidente du conseil départemental de Bambey soupçonne une tentative de sa mise à mort politique. Dissa Prera, merci. Justement, nous avons en ligne la directrice des collectivités locales, Fatou Bintou Fall. Madame, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, madame, vous avez entendu Aïda Mbodj expliquer ou bien essayer d'analyser cette décision en parlant de complot politique. Vous, à votre niveau, comment est-ce que vous justifiez cette situation? Bon, il ne s'agit nullement de complot politique, mais d'une simple application des dispositions de la loi 96-11 du 22 mars 96 qui sont relatives à la limitation du cumul de mandats. Donc, nous avons été saisis par une correspondance par une conseillère municipale de Bambey dénonçant le fait que Mme Aïda Mbodj cumulerait les mandats de député, de conseillère municipale et de conseillère départementale, présidente du conseil départemental de Bambey. Donc, ayant constaté cela, nous avons adressé une lettre au représentant de l'État, en l'occurrence le préfet de Bambey, pour lui demander de faire respecter les dispositions de la loi 96-11, notamment en ses articles 1er et 3. Parce que l'article 1er dit que nul citoyen ne peut exercer plus de 2 mandats électifs. Et l'article 3 dit que tout citoyen qui se trouve dans une situation de cumul de mandats ou électifs ou une situation d'incompatibilité de fonction doit, au bout d'un délai de 30 jours, présenter sa démission au poste électif
Et dans le cas contraire, il sera constaté une démission d'office ou une échéance du dernier mandat électif pour lequel la personne a été élue. Madame, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais Madame Aïda Mbodj a dit qu'elle a déjà démissionné du conseil municipal de Bambey. Oui, j'ai entendu ses propos. Donc, elle dit qu'elle a démissionné au niveau du conseil municipal de Bambey. Seulement, l'a-t-elle fait dans le délai de 30 jours requis par les dispositions législatives? Selon le préfet de Bambey, tel n'est pas le cas. Elle aurait adressé sa lettre de démission au préfet après les 30 jours. Après les 30 jours, je veux dire après le délai de 30 jours, lié à son élection au niveau du conseil départemental de Bambey. Et donc, dans ce cas-là, il devrait être fait constat de la déchéance de son poste de conseiller départemental de Bambey, car c'est le dernier mandat électif pour lequel elle a été élue. Voilà, merci Madame Fatou Bintoufal pour ces précisions. Je vous l'annonçais dans les titres également, les manifestations de la société civile sénégambienne qui condamnent les exécutions du président Yaya Jammeh. Elle réclame l'implication de la CEDEAO pour contraindre le président gambien à dialoguer avec l'opposition sur les réformes électorales. Les organisateurs réclament justice également. Ils étaient en assemblée générale cet après-midi. Elles étaient en assemblée générale cet après-midi à la place de l'obélisque, compte rendu signé Pape Faraning et Mardien. Tous pour un seul but, la justice et la démocratie en Gambie. Après la répression sanglante des manifestants pour des réformes électorales, les organisations de la société civile sénégambienne condamnent les exactions de Yaya Jammeh. Nous voudrions exiger qu'une enquête indépendante soit menée pour situer les responsables dans la mort de Solo Sandeng et que les responsables de ce crime odieux puissent être traduits en justice. Au moment où on vous parle, plus de 4 personnes sont portées disparues. On ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Une personne a été tuée et plus de 30 opposants sont en prison, juste pour avoir manifesté leur souhait de réformer le code électoral. Sa mission première du gouvernement, c'est d'assurer la sécurité des citoyens et le bien-être de ces populations et non pas d'être le bourreau de son peuple. Et nous espérons qu'il recevra ce signal, qu'il saura décrypter ces messages qui lui sont lancés et tôt ou tard, de toutes les façons, il répondra de ces crimes. Mais seuls les Gambiens peuvent régler définitivement cette dictature. Selon les organisateurs, ils estiment que le régime de Yaya Jammeh vit ses dernières heures. La Gambie est aujourd'hui à toucher le fond. Et on a l'habitude de dire que les crises se réservent à leur paroxysme. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, le peuple gambien comprendra que c'est en multipliant des actes pareils qu'ils arriveront à se débarrasser d'un tyran. La liberté a un coût et la jeunesse gambienne doit comprendre cela. Personne ne peut venir d'ailleurs pour libérer la Gambie. Il appartient aux Gambiens de se mobiliser au prix du sang pour que Yaya Jammeh arrête. Ils interpellent la CEDEAO pour contraindre le président gambien à la négociation. Un message clair à la CEDEAO pour leur dire que nous ne voulons pas des opérations de maintien de la paix. Ce que nous voulons, c'est qu'ils exercent leur rôle de prévention. Et pour cela, il faut qu'ils envoient une délégation de haut niveau en Gambie pour faire en sorte qu'autour d'une table, Yaya puisse s'asseoir avec son opposition et qu'ils puissent se mettre d'accord autour des conditions d'organisation des prochaines élections. Nous sommes tous des Gambiens, non à la terreur d'Afadoy, des slogans brandis par la diaspora gambienne qui réclame aussi la traduction de Yaya Jammeh en justice pour des crimes depuis 22 ans. Vers une libération de Karim Wade, en croire les informations parues dans la lettre du continent, des manœuvres venant du Qatar s'activent pour sortir de prison le fils d'Abdoulaye Wade. L'État du Sénégal a posé ses conditions selon la même source. C'est bien le chroniqueur Mandiaye Gaye, juste là indécent et insensé. Il a rencontré nos reporters Nafissatou Silla et Younous Diatta. Le Qatar manœuvre pour libérer Karim Wade. Des émissaires de l'Émirat tentent de convaincre les autorités sénégalaises de sortir le fils d'Abdoulaye Wade de prison. Les titres d'un article de la lettre du continent repris par une partie de la presse, une intervention jugée inadmissible par Mandiaye Gaye, observateur et chroniqueur. D'abord que c'est inadmissible pour un État souverain qui a ses lois, un citoyen sénégalais, donc une affaire sénégalo-sénégalaise, que notre pays intervienne
pour défendre ce citoyen-là. Donc je suppose qu'il doit y avoir une combine ou quelque chose en tout cas qui lie Karim au Qatar. Sinon, je ne vois pas la raison. Et déjà, dans ce qu'on incrimine à Karim, il y a ces relations avec le Qatar. Et beaucoup d'argent ou de l'avion ou tout ça, c'est des soupçons qui pèsent sur Karim. Le fait que ce pays-là demande sa libération prouve un peu qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Des circonstances aggravantes, si cela est avéré. Pour lui, cela n'a aucun sens. Les interventions de la part de pays étrangers ou d'autres autorités, je crois qu'enlèvent même un peu notre souveraineté d'être un État souverain qui juge ses citoyens selon ses lois. L'État ne doit pas négocier la libération d'un citoyen sénégalais avec un autre pays étranger. Quelles que soient les raisons, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je mets ça au conditionnel. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas à des choses comme ça. Parce que le Sénégal n'interviendrait jamais au Qatar pour faire libérer un citoyen du Qatar. L'ancien ministre d'État doit se faire oublier en se retirant au Qatar ou dans un autre pays de son choix, dicte la lettre du continent. Le journal soutient que c'est une condition qu'aurait posée le président Macky Sall pour libérer Karim Wade. Pour le chroniqueur, c'est une aberration, si toutefois cela était avéré. Il ne va pas y avoir de conditions, sinon c'est un marchandage. Karim est un citoyen sénégalais, il doit être jugé selon les lois sénégalaises. C'est tout. S'il a tort, il doit purger. S'il n'a pas tort, on doit le libérer. Mais des conditions comme ça, je trouve que c'est même indécent, si c'est avéré, que l'État réponde à des conditions pour faire libérer. Surtout ce qui a été dit, je trouve que c'est vraiment c'est de l'aberration. Beaucoup de pays ou d'organismes sont impliqués dans ce dossier, mais pour le chroniqueur, Karim Wade ne vaut pas mieux que les autres prisonniers sénégalais. Nafissa Toussila, le Sénégal gagne 6 places dans le dernier classement issu du rapport de Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse. En fait notable, la Mauritanie est classée devant le Sénégal, ce qui soulève certaines interrogations sur les critères de RSF. Plus d'explications avec Dissa Prera et Marien. En une année, le Sénégal a fait un bond en avant dans le classement de la liberté de la presse. De la 71e place, le rapport de Reporters sans frontières le place à la 65e place, une évolution diversement appréciée par les journalistes. Je crois que c'est quand même toujours intéressant qu'on puisse avoir une structure ou une organisation comme Reporters sans frontières qui permet tout simplement d'établir les conditions de travail des journalistes et des États qui essaient tout simplement de museler la presse. C'est toujours un bon paramètre. Moi, je suis étonné que l'on dise que le Sénégal a gagné 2 points dans ce classement pour la bonne et simple raison que la situation de la presse sénégalaise d'il y a quelques années n'a pas fondamentalement changé. Nous ne sommes pas dans un pays en guerre, nous ne sommes pas dans un pays dirigé par un dictateur qui a un traitement particulier à l'égard de la presse. Des avancées saluées certes, mais qui entraînent des interrogations, des questions sur la place du Sénégal par rapport à la Mauritanie placée devant notre pays. Les conditions dans lesquelles les journalistes mauritaniens travaillent sont à 10 000 années des conditions dans lesquelles nous travaillons. Or, en Mauritanie, moi, ce que j'ai pu constater moi-même parce que j'y étais, c'est que les journalistes mauritaniens travaillent quand même dans des conditions extrêmement difficiles, avec un État qui est très regardant par rapport au travail que fait la presse. La liberté de la presse en Mauritanie pose encore problème comparé au Sénégal. Oui, ça c'est étonnant. C'est étonnant quand vous êtes un pays comme le Sénégal, compte tenu de tout ce que les journalistes font, les libertés d'expression d'une manière générale et la liberté de la presse en particulièrement, quand on dit le pays voisin comme la Mauritanie passe devant le Sénégal, mais nous ne disposons pas, moi ça m'étonne. Selon le rapport de Reporters sans frontières, le Sénégal est le 9e pays africain en matière de liberté de la presse, mais l'indice reste encore faible de 27,77% en 2015. Le score est passé à 27,99%. Lissa Prera, Dakar met en place un programme de densification pour le contrôle de ses frontières. Le directeur de la police de l'air et des frontières l'a annoncé lors de la pose de la première pierre du poste frontalier de Dagana. Selon lui, le Sénégal va sécuriser toutes ses frontières à travers la construction de ces postes. Je vous propose de suivre les propos du commissaire Abdou Wahab Sall. Il est interrogé par Ousseynou Diop. C'est un programme de densification
de notre maillage territorial qui vient à point nommé, eu égard au contexte que vous connaissez, mais qui ne s'arrête pas uniquement à la phase partenariat. Le partenariat que l'Union européenne et l'OIM sont venus faire pour le compte des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sécurisation de nos frontières vient trouver un programme déjà entamé et ficelé par l'État du Sénégal qui est en train de construire des postes frontières à travers toutes les régions du pays, parce qu'il n'y a pas que la région de Saint-Louis. Aujourd'hui, on est dans la région de Saint-Louis, mais il y a d'autres postes qui sont construits dans les zones frontalières avec les autres États, donc limitrophes, que ce soit la Gambie, il y a un programme, que ce soit la Guinée-Bissau, il y a un programme, que ce soit le Mali, il y a un programme, et que ce soit également la Guinée, il y a un programme, donc qui est non seulement envisagé par l'État du Sénégal, mais également envisagé dans le cadre d'un partenariat strict avec nos partenaires. Nous allons à présent parler de toute autre chose. S'il y a bien un commerce qui marche ces derniers temps au Sénégal, c'est bien la vente des caméras de surveillance à la rue Émile Badiane, où nos reporters se sont rendus. Les commerçants se frottent les mains avec un chiffre d'affaires qui peut atteindre jusqu'à 2 millions de francs CFA par jour. C'est un reportage signé à Maïmouna Ndiaye et Inous Diatta. Mais en même temps moom mu dem jëndi ay caméra bu mu ñëwee monté xarit bi sàcc bi ñëwaat dugg si biir néegam boog a sàcc bu mu xoolee si ginnaaw gis caméra bi yaakaar na bu tojee caméra bi du ko jël comprendre nga moom muy ñëw di toj caméra bi quoi fekk image bi jël na ko bu yàgg. Des anecdotes de ce genre, Djibi Ndiom en entend souvent. Au quotidien, le commerçant peut écouler en moyenne 30 pièces de caméras de surveillance. Nous recevons tous les jours des commandes de caméras de surveillance. Les appareils intéressent actuellement les gens. La vente de caméras de surveillance, une activité en plein essor ici à la rue Émile Badiane. Ce grossiste confirme, pour lui, les séries de cambriolage notées ces temps-ci font partie des raisons. Les individus qu'on montre tous les jours auraient pu éviter certains braquages à cause des caméras. Parce que très souvent, les malfaiteurs sont identifiés à l'aide des caméras. Certains s'adaptent, d'autres jugent les prix très chers. Caméras pour bureaux, petites et moyennes entreprises, et même pour les rues. Dans cette boutique, on en trouve une bonne collection. Les prix varient aussi. Les caméras dites analogues se vendent à 15 000, 20 000 francs ou même 25 000 francs. Les caméras HD, c'est à partir de 25 000 jusqu'à 200 000 francs. Sur cette allée, seuls 3 commerçants vendent des caméras de surveillance. Les appareils proviennent généralement de Dubaï ou de la Chine. Nous parlons santé à présent avec le paludisme qui est en net recul au Sénégal avec un taux de 60% selon le programme national de lutte contre la maladie. Néanmoins, elle continue de tuer dans des régions comme Kaolack et Tamba, d'où l'objectif d'en finir complètement avec le paludisme. C'est d'ailleurs le thème de la journée mondiale de la maladie qui sera célébrée ce lundi. Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian pour plus de détails. Au Sénégal, 492 253 cas de paludisme ont été confirmés en 2015 et 526 personnes sont décédées de cette maladie. Pourtant, le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme révèle que l'incidence de la maladie a diminué de 60% dans notre pays. Force est de constater qu'on a connu une baisse importante de cette incidence de paludisme au niveau mondial. Nous sommes à plus de 36% de baisse. Et pour la particularité du Sénégal, cette incidence, ces 10 dernières années, a baissé de plus de 60%. Et mieux, la prévalence parasitaire, qui est un indicateur qui montre la force de la transmission de cette maladie, a aussi beaucoup diminué, parce qu'en 2008, elle était à 6% sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 1,2%. Dans les régions du sud et du sud-est, telles que Kaolack et Tambacounda, le paludisme continue de tuer. Quand nous analysons nos données au niveau du Sénégal, il reste évident que le palu ne se comporte pas de la même façon sur l'ensemble du territoire national.
et que c'est les régions du sud-sud-est qui continuent malheureusement à en souffrir le plus. Et cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs dont je citerai deux. C'est les conditions environnementales, écologiques. Ainsi, des mesures ardues, surtout dans le cadre de la sensibilisation, vont être prises pour renverser la tendance. Le gouvernement très tôt a rendu gratuit le traitement, mais ce traitement doit être aussi accessible sur le plan géographique et c'est pourquoi nous avons développé beaucoup d'activités communautaires pour faire en sorte que les communautés éloignées des structures sanitaires puissent bénéficier au même titre que les autres du même traitement avec la qualité qui est ici. Cette année, la journée de lutte contre le paludisme sera célébrée dans la ville de Richard-Toll. Un choix qui ne relève pas du hasard dans la mesure où cette localité est en phase de préélimination de cette maladie. Zoom à présent sur la commune de Ngor. L'île, entre tradition et modernité, longtemps inhabitée, est devenue de nos jours un cadre attractif en patrimoine à préserver. Adam Ndiaye, guide touristique, revient sur ces liens avec l'île qui symbolise en partie la culture lébou. Découverte avec Mambiram Diouf et Demandao. Lieu de retraite, de détente, aussi de destination touristique, l'île qui se trouve à 600 mètres au large du village du même nom, Ngor, s'étend sur 725 mètres de long et 275 mètres de large. Une fenêtre sur son histoire racontée par Adam Ndiaye qui depuis 26 ans maintenant y travaille comme guide touristique. Avant c'était désert. Il y a certains qui disaient que c'était une université pour les savants et tout. Donc en plus... il y avait les vieux qui amenaient ici leur bétail, donc qui passaient la journée ici. S'il s'est lancé dans ce métier qu'il dit exercer avec passion, c'est parce qu'il ne veut surtout pas ignorer sa culture, car la tradition y a sa place. Qui m'a poussé de connaître aussi de plusieurs traditions, plusieurs cultures dans ce pays. Bon, il y a plusieurs choses comme des puits sacrés, que certaines personnes du village qui viennent faire leur sacrifice ici sur l'île. Pour l'heure, quelques rares visiteurs sillonnent ce petit îlot, les ruelles presque désertes, mais la période de traite n'est plus loin pour lui. C'est au mois de novembre jusqu'au mois d'avril, jusqu'à fin avril. Mais bientôt, comme il y a le biennale au mois de mai, il y aura du monde. Sur la sécurité des lieux, Adama se dit plutôt rassuré. Il y a certains qui sont collants comme des mouches, mais pas agressifs. Donc comme il y a la sécurité, il y a l'armée qui est là. Donc, ça ne craint pas. L'île de Ngor, un patrimoine à préserver, Adam Ndiaye en est conscient et appelle tout le monde à se mobiliser pour sa sauvegarde. Et puis Ngor en proie à l'érosion côtière. La localité fait face à l'avancée de la mer et de nombreuses concessions risquent de disparaître. Les populations exposées tentent tant bien que mal de stopper l'érosion avec les moyens du bord. C'est un sujet signé Dissa Prera et Ababakar Kamara. Khatekheli, un des quartiers traditionnels du village d'Ngor. Ici, l'avancée de la mer est plus qu'une réalité. En 50 ans, le doyen Moustapha Sissé a vu la mer grignoter une bonne partie de la terre ferme. Il y a 60 ans, la place du village était à cet endroit ici précis. Mais maintenant, la mer a tout pris. La mer avance dangereusement. La mer avance à grands pas et c'est dans tous les villages côtiers. Et si on néglige le phénomène, l'eau va envahir les maisons. Une érosion côtière qui a causé beaucoup de désagréments aux habitants de Khatekheli. En effet, dans les périodes de houle, la mer traverse les digues de protection pour envahir les maisons. La mer détruit les digues de protection lors des houles. C'est arrivé une fois, l'eau s'était introduite jusque dans nos chambres. Face à cette situation inquiétante, Khatekheli a pris le problème à bras le corps. Les habitants se sont organisés pour freiner cette avancée dangereuse de la mer. Ici, la mer a beaucoup avancé. Quand la situation est devenue inquiétante, on a essayé de limiter les dégâts en mettant des poubelles et plus tard, nous avons construit une digue.
À l'image de bon nombre de localités côtières, l'avancée de la mer devient de plus en plus un problème de survie dans ce quartier du village de Ngor. L'urgence aujourd'hui, selon les habitants, c'est de construire de véritables digues de protection. Dissa Prera, érosion côtière, absence de sécurité de lycée. Voilà, entre autres défis que le maire de Ngor veut relever. Amadou Gueye compte sur le soutien de l'État. Je propose de l'écouter, il est interrogé par Chérif Dia. Nous avons un problème d'érosion côtière et ça, c'est un problème sur lequel nous avons eu à travailler il y a quelque temps. Mais il est évident que nous n'avons pas les moyens de réaliser ça. Alors nous avons besoin du soutien de l'État pour le faire. Le lycée, ça nous pose un problème. J'en ai même parlé au président de la République directement et nous attendons toujours que le terrain que nous avons choisi pour édifier un lycée, qu'on nous l'accorde. Vraiment, ce sera bien pour la population et je pense que ce sont aux administrateurs de le faire. Oui, le problème... Je vous l'annonçais dans les titres, les populations de Keremambaïkheri dans la commune de Taïbanyaï, dans la rue, elles ont manifesté pour dire non à la municipalité qui est en train de lotir leurs champs pour en faire des parcelles à usage d'habitation. Le troisième adjoint au maire confirme que ces parcelles sont destinées à la population. Cher Anta Diop, c'est la tire. Keremambaïkheri, un village de Taïbanyaï, les populations sont sorties pour exprimer leur colère. Elles s'insurgent contre la commune de Taïbanyaï qui, disent-elles, veut à tout prix lotir leurs champs pour en faire des parcelles à usage d'habitation. Ce qui s'est passé ici, la commune est venue pour dire que nous allons lotiser les terrains. Or que ce ne sont pas des lotissements. Ils lotisent les terrains pour les vendre à des bailleurs de fonds qui viennent ici pour faire des industries même. Le chef de village n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Eux, ils viennent pour nous dire que maintenant les terres font d'être lotisées par les conseillers. Alors je me demande, un conseiller élu par le peuple, comment peut-il imposer à la population de faire des lotissements? Elle s'offusque également du fait que des entreprises privées ont commencé à s'implanter dans leurs terres, au grand dam des jeunes du village, qui risquent de ne pas avoir des parcelles d'habitation. Aujourd'hui, des enfants qui vont travailler pour gagner leur vie. Et eux-mêmes tous, ils veulent des terrains. Et nous voulons habiter nos enfants. Notre problème, ce n'est pas que nous cultivons les terres. Non, ça c'est un problème autre. Maintenant, nous voulons qu'on nous lotisse les terrains au profit de la population locale. C'est ça que nous voulons. Interpellé sur la question, Malik Ndiaye, le troisième adjoint au maire de Taïbanyaï, confirme le lotissement, mais affirme que les parcelles sont destinées aux populations. Le ministère de la promotion des investissements décline sa lettre sectorielle de développement en projet en phase avec le plan Sénégal émergent. La pérennisation de l'emploi, une priorité, nous disent nos reporters Aïssatou Païfal et Diafaraba. Lettre sectorielle de développement, document stratégique d'où va découler un plan annuel de travail. Selon la ministre de la promotion des investissements, l'objectif de l'atelier est de souligner l'importance de la lettre en accord avec le programme Sénégal émergent pour la réalisation d'objectifs de développement pour le Sénégal. Tout cela sera traversé par le souci de suivre et d'évaluer de telle manière que tout le long du processus, tous les ajustements nécessaires soient faits pour hisser notre administration, en tout cas hisser le travail de notre département à la hauteur des ambitions du plan Sénégal émergent. Un document basé sur 4 programmes fondamentaux. C'est celui qui concerne les partenariats publics-privés et les financements innovants. Il y a un troisième programme relatif au développement de l'administration économique et enfin un programme support transversal qui prend en charge l'organisation institutionnelle et les études prospectives et les recherches. Toutes ces démarches s'articulent autour d'un programme de support appelé aussi gouvernance institutionnelle. Objectif, assurer la bonne marche du ministère.
Le Casa Sport qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal. Le club fagnon de Ziguinchor a éliminé le Jaraaf de Dakar au tir au but 5-4 après un score de parité, 0 but partout à l'issue des prolongations. Beaucoup de regrets chez les Verts et Blancs qui ont même manqué en pénalty dans ce match. Le Jaraaf peut s'en vouloir qu'à lui-même. De nombreuses occasions en deuxième mi-temps, en pénalty manqué durant la prolongation, les Verts et Blancs ont laissé passer leur chance. Beaucoup d'opportunités, notamment en deuxième période et dans les prolongations. Mais par manque de lucidité, de réalisme, voilà, et puis les séries de tirs, hein, c'est un peu la loterie, donc voilà. Finalement, on perd tout. Qu'est-ce qui a manqué? Un match de coupe, des fois ça tient à un rien, parce que même le pénalty raté par Baye Serigne dans les séances de tir, vous savez, ça a été bien botté. Malheureusement, ça atterrit sur la barre transversale. Le Casa Sport, dominé en deuxième mi-temps et évoluant en infériorité numérique, a su faire le dos rond avant de s'imposer au tir au but. Une bonne première période, le contenu était excellent, on devait passer en première période. On ne l'a pas fait, on a eu des occasions, on ne les a pas mis. En deuxième période, le carton rouge qu'on a eu, les garçons ont eu peur, ils ont reculé. L'adversaire est venu, il y a cru. Ils ont eu un carton rouge, c'était l'équilibre. Ils ne pouvaient plus revenir. On les a fixés, on a fait le marquage individuel man-to-man, chacun prend quelqu'un. Et ils avaient des difficultés à arriver à nos buts. Ils ont eu un penalty, ils ne l'ont pas marqué. C'est dommage, on va aux séries de penalty, on n'était plus à droit. Et vous connaissez la suite. Oui, en principe, quand tu élimines le prince et tu prends sa couronne, je pense que tu dois aller loin. Parce que ce qu'on dit dans le jargon Olof, tu ne vas pas aller à la chasse, tu tues un lion, après une biche t'écrase en couche de route. C'est pas du tout bon. Leader en championnat et qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal, le Casa Sport peut rêver d'en doubler, mais le chemin est encore long. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images.